Europe 1 Info, 13h-15h, Clélie Mathias. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est l'heure des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Dans un instant, je recevrai Romain Eskenazi, porte-parole du Parti Socialiste, député du Val d'Oise. Mais tout de suite, Sébastien Bonargent, secrétaire général du Mouvement des Jeunes Communistes de France, qui est l'invité des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Bonjour Bastien Bonargent. Bonjour. Soyez le bienvenu. Le Premier ministre Sébastien Lecornu va présider en fin d'après-midi une nouvelle cellule interministérielle de crise. Alors les températures ont baissé, mais il souhaite faire le bilan, tirer un retour d'expérience de l'épisode caniculaire. Écoutez Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, qui a annoncé un prochain voyage en Espagne pour étudier leur système en période de canicule. Il était sur France Info ce matin. Je vais proposer aux partenaires sociaux, bien sûr, de venir. On y restera deux ou trois jours, bien évidemment. Et on essaiera de comprendre comment la société espagnole s'est adaptée à la chaleur. Ils sont juste à côté. Il faut qu'on considère, en fait, que la France, l'été, ça devient l'Espagne. Profitons de cet échange pour réfléchir à des adaptations plus profondes. Je pense que la société, en amont du travail, doit s'adapter aussi à ces canicules plus longues, qui démarrent plus tôt. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, pour être très, très concret, c'est que, je vous dis, dans les conventions collectives, qui sont les règles du jeu social, que se fixe une branche, dans le BTP, par exemple, ils ont dit que dans les période de canicule, c'est écrit à l'avance, il n'y avait pas de travail dans les heures chaudes. Bastien Bonargent, ça y est, on a le déclic ? Je l'espère, en tout cas, je l'espère de tout cœur. J'ai l'impression qu'on est confronté ces 2 dernières semaines, ou en tout cas c'est l'illustration parfaite, qu'on est confronté à un gouvernement qui est incapable de penser les politiques publiques sur le temps long et qui se retrouve en grande difficulté parce qu'il n'a pas envisagé les conséquences du réchauffement climatique, avec notamment cette période de canicule terrible qui a eu des conséquences extrêmement graves, et on voit une difficulté dans la possibilité de mettre des mesures en avant qui permettent de faire face directement à la canicule, des mesures d'adaptation, et aussi de penser le temps long en pensant la possibilité qu'on peut avoir d'atténuer le réchauffement climatique par l'intermédiaire de tout un tas de mesures. Alors, donc c'est pas forcément que la faute du gouvernement, même si on peut-être leur part de responsabilité depuis 10 ans. Mais je voulais citer Valérie Masson-Delmotte, qui est climatologue, qui fait partie du GIEC aussi. Elle dit, mais ça a été de l'improvisation, ça a été des bouts de ficelle. Pourtant, ça fait depuis le milieu des années 90 que les scientifiques alertent et préviennent. Donc, je suis d'accord, je peux que lui donner raison. J'ai vraiment l'impression qu'on est confronté, comme je le disais, à un gouvernement qui redécouvre chaque année passant. Oui, mais alors là, si ça fait depuis les années 90, ça fait plusieurs gouvernements. Et oui, plusieurs gouvernements, mais qui redécouvrent à chaque fois les mêmes causes, des mêmes conséquences. Et on voit que, effectivement, le libéralisme économique tel qu'il est pensé est en incapacité de penser le temps long et de construire des politiques publiques qui permettent de répondre aux problématiques très fortes auxquelles on est confronté. C'est le libéralisme économique qui fait qu'on a perdu du temps ? Ah oui, effectivement, ça j'en suis convaincu, et j'ai un peu l'impression de revivre la même période de crise que pendant le Covid, où le gouvernement découvre la crise sanitaire au moment de la crise sanitaire. Aujourd'hui, il découvre la canicule au moment de la canicule. On fait des effets d'annonce au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, après avoir freiné des 4 pieds pour empêcher la mise en place de certaines mesures. Et j'espère, et on verra ça tout à l'heure, mais j'espère que le gouvernement tirera les leçons de cet épisode de canicule, sera en capacité de répondre à l'épisode de canicule qui provient la semaine prochaine, et surtout de mettre en place des mesures qui permettent de penser le temps long et d'adapter notre société, notre industrie, notre économie, nos services publics aux épisodes de chaleur qui risquent de toute façon de se répéter d'année en année. Mais est-on en capacité justement de s'adapter au vu du mur de la dette ? Mais je pense effectivement qu'on est en capacité de s'adapter même au vu du mur de la dette. Vous savez, c'est une question de priorité et une question de politique publique. Oui, mais on a l'impression que les priorités s'enchaînent. J'ai l'impression que les priorités sont surtout pas les mêmes. Pour des raisons de rentabilité économique, on a un gouvernement qui à chaque fois active les freins quand il s'agit d'investir dans les services publics ou dans la rénovation, dans la réindustrialisation qui permet de répondre aux besoins humains ou aux besoins d'adaptation comme là on est confronté, et qui par contre ouvre les vannes quand il s'agit de fournir des aides aux entreprises ou de financer l'économie de guerre comme on le voit aujourd'hui. Pour le dire, je l'ai dit déjà la semaine dernière sur votre antenne, mais le Parti communiste a mis en place un plan climat qui permet de poser des solutions concrètes. Alors c'est pas un plan climat, c'est un plan climat. Non, vous avez bien dit, ouais. Un plan climat, mais qui prend notamment en question aussi la question de la clim, puisque c'est une question importante auquel il faut qu'on puisse répondre. Mais un plan climat qui permet de penser l'électrification du pays, qui permet de penser la manière avec laquelle on doit décarboner notre industrie. Un plan d'électrification, il y en a un qui a été lancé là, par le gouvernement. Oui, d'accord, j'aimerais bien en voir les débouchés concrets, puisque
Aujourd'hui, on voit l'incapacité du gouvernement à prendre des mesures fortes quand il s'agit de les prendre sur les questions énergétiques et à toujours être confronté aux mêmes conséquences lorsque on est mis en difficulté. Ça a été le cas notamment pendant la crise dont on va peut-être parler tout à l'heure du blocage du détroit d'Ormuz, où on s'est confronté à l'augmentation des prix de l'énergie et un gouvernement qui est incapable de penser notamment la nationalisation de Total. C'est le cas aujourd'hui sur la question de la canicule. Et je pense qu'il faut qu'on pense sérieusement la nécessité de pouvoir effectivement mettre en place des mesures qui permettent de transformer notre société, transformer notre économie et de penser les différentes difficultés auxquelles on sera confronté sur le temps long. Concrètement, ça passe par quoi? Donc l'électrification du pays, votre plan climat? D'abord, je pense qu'une des priorités, on le sait et vous le disiez tout à l'heure, on risque d'être confronté à une nouvelle vague de chaleur d'ici 10 jours. Et donc, il va falloir des mesures d'adaptation très fortes. On en a posé dans le débat public déjà un certain nombre, dont certaines qui ont déjà été refusées par le ministre du Travail et par le gouvernement. C'est notamment la mise en place de seuils de chaleur pour les travailleurs qui sont confrontés, notamment dans les travailleurs du BTP ou les personnes qui font un travail physique à ces fortes chaleurs et qui aujourd'hui en décèdent. Donc je pense que ça, c'est une question qui est importante. C'est la mise en place des réseaux de froid, c'est-à-dire des réseaux de climatisation qui soient centralisés et qui permettent d'avoir une meilleure gestion de ces réseaux de froid pour permettre d'évacuer la chaleur qui est produite par les climatiseurs plutôt vers le ciel que dans les rues et d'améliorer aussi les systèmes de climatisation. Donc voilà, c'est tout un tas de mesures qui permettent d'adapter, d'être en mesure d'affronter les périodes de canicule qui vont arriver aujourd'hui instantanément. Et c'est aussi mettre en place tout un tas de mesures qui permettent d'atténuer le réchauffement climatique. Et donc pour ça, il faut penser la décarbonation de notre industrie, la réindustrialisation du pays pour pouvoir avoir des transports qui soient décarbonés. C'est un mix énergétique qui permette de soutenir à la fois une production énergétique, une électrification du pays qui soit bien plus forte que celle qu'on a aujourd'hui à travers le financement d'une part des énergies renouvelables, mais aussi l'appui, le soutien et le développement de l'énergie nucléaire. Donc voilà, c'est tout un tas de mesures qu'on devrait pouvoir mettre en place aujourd'hui et que le gouvernement se refuse parce qu'il est incapable de voir les 10 jours qui vont arriver. Pour autant, Bastien Bonargent, il me semble qu'au Parti communiste, vous n'êtes pas favorable au congé climatique de 5 jours proposé par les écologistes. Non, on n'est pas exactement favorable au congé climatique tel qu'il est proposé par les écologistes. Et je le disais, nous, on est plutôt favorable à la question de la mise en place de seuils de chaleur qui permettent de réguler le travail en fonction du travail qu'on fait dans les périodes de forte chaleur. Donc je le disais la semaine dernière déjà sur votre antenne, 28 degrés pour les travaux manuels et notamment pour les travaux du BTP. On l'a vu ces 2 dernières semaines, le nombre de morts au travail et particulièrement dans des situations de chaleur telles quelles se multiplient, donc il faut qu'on puisse s'y confronter. Et 30 degrés pour le travail sédentaire, c'est-à-dire le travail qui nous contraint de rester assis dans son bureau et voilà. Ce plan climat a été budgété? Votre plan climat? Oui, effectivement, il a été budgété. Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête, je vous invite à le retrouver, il est disponible en ligne. Il est mis et discuté à toutes les conférences publiques qui sont tenues par le Parti communiste. Il a été travaillé en lien avec des scientifiques qui viennent de différents horizons, des syndicalistes de secteurs stratégiques de notre industrie. Donc c'est un plan qui a été travaillé sur plusieurs échelles, qui est salué d'ailleurs très largement par beaucoup de scientifiques dans ce pays. Et donc voilà, moi je le dis à monsieur Lecornu qui tiendra sa réunion de crise tout à l'heure, s'il a besoin d'idées pour pouvoir affronter aujourd'hui le réchauffement climatique et les périodes de canicule, qu'il aille sur le site du PCF, qu'il aille retrouver le plan climat et ça lui fera, je pense, une base bien meilleure que celle à partir duquel il construit aujourd'hui des fausses solutions pour le pays. Il lui reste 4 heures pour y aller. Donc il lui reste 4 heures. Voilà. C'est un peu de lecture, mais je peux que lui souhaiter. Avocats et magistrats sont en grève aujourd'hui, c'est la journée morte. C'est aussi une sorte de fronde contre Gérald Darmanin. Je voudrais vous faire écouter Georges Fenech, l'ancien magistrat et député, qui a réagi à cet appel à la grève des magistrats. Il était sur CNews ce week-end. Ça m'inspire d'abord de l'indécence, compte tenu du contexte de la mort de Liana, que des magistrats se rebellent quand on va chercher des responsabilités. Ça me paraît particulièrement malvenu. Ensuite, c'est la démonstration que le garde des Sceaux n'a plus véritablement la main sur son administration. Il ne peut plus rien faire. Il est tout de suite ciblé par les syndicats, par les magistrats. Ça appellera aussi, tôt ou tard, peut-être à l'occasion de l'élection présidentielle, une réflexion sur les pouvoirs, le rôle d'un garde des Sceaux. Faut-il pas reprendre, par exemple, la possibilité d'instruction individuelle au parquet? C'est des questions qui doivent se poser aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, Bastien Bonargent? Est-ce que vous comprenez cette journée justice morte et cette colère des magistrats contre le garde des Sceaux? Oui, effectivement, je crois qu'au vu de la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui la justice et nos services publics, on ne peut que comprendre la colère à la fois des magistrats, mais des professionnels de justice que sont les greffiers, les enquêteurs,
l'ensemble des personnels de justice, parce qu'on est confronté à un moment politique dans lequel la justice est mise très largement en difficulté parce qu'on manque très concrètement de moyens. On le sait, la justice, ça a été en France, et le financement de la justice a été très difficile pendant de nombreuses années. La France a été le parent pauvre de l'Europe dans le financement de la justice pendant très longtemps. Mais les budgets ont été réévalués. Oui, les budgets ont été réévalués, mais on part de tellement loin que je pense que c'est pas suffisant. Et la multiplication de certaines affaires qui démontrent aujourd'hui la difficulté que peuvent avoir les magistrats à effectuer leur métier, et tous les personnels de justice, je pense, démontrent bien qu'il faut faire de la question de la justice une priorité nationale. Et donc pour ça, il n'y a pas 30 000 solutions. Je pense qu'il faut mettre la main à la pâte, et il faut accepter aujourd'hui de financer très largement la justice. Mais est-ce que ce ne sont pas plutôt les Français qui doivent être en colère contre la justice, notamment dans le cas de l'affaire Liana? Mais effectivement, je pense que les Français sont en colère, et ils ont raison de l'être aussi. Mais je pense pas qu'il faille rejeter la faute aujourd'hui simplement sur les magistrats, parce que je pense Même s'il y a des erreurs individuelles? Oui, même s'il y a des erreurs individuelles, elles sont notamment poussées aussi par le manque de financement de la justice, puisque quand on est dans un service public qui manque de moyens et de financement, et ben effectivement, ça peut pousser à avoir des erreurs individuelles dans certaines des procédures. Je dis pas ça pour excuser les erreurs individuelles, mais je pense qu'il faut comprendre les choses aussi de cette manière. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas penser les choses à travers simplement des mesurettes ou une difficulté de traitement des différentes affaires. Je pense qu'il faut sérieusement reposer les choses sur la table et accepter le fait que oui, on a besoin de mettre de l'argent aujourd'hui dans la justice, on a besoin d'embaucher plus de magistrats, plus de greffiers, plus d'enquêteurs, plus de personnel de justice. Je crois que c'est une priorité, et on ne peut pas décider de dire, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, on ne peut pas décider simplement de dire qu'il faut rendre la justice plus expéditive pour rendre la justice plus expéditive. Je pense qu'on ne peut pas rendre la justice plus expéditive si on ne pense pas à la question de son financement et de ses moyens. Donc voilà, je pense que c'est une priorité aujourd'hui. Justice expéditive, en plus, les termes font toujours un peu peur aussi. Mais cela dit, est-ce qu'on ne déresponsabilise pas aussi les magistrats quand même? Il y a effectivement peut-être un problème de moyens qui est assez criant. Mais est-ce qu'on aurait le même discours vis-à-vis d'un chef d'entreprise dont le salarié a eu un problème ou peut-être est mort à son travail? Et ce chef d'entreprise, s'il disait oui, mais j'ai pas eu les moyens pour mettre en place les mesures de protection, etc., est-ce qu'on serait aussi clément avec lui? Déjà, je pense que c'est deux cas qui sont pas forcément comparables. Et puis sur la question spécifique des chefs d'entreprise et de la question de leur responsabilité parfois dans la question des morts au travail, on connaît aujourd'hui tout un tas d'exemples où effectivement, je pense que les patrons n'ont pas respecté les mesures légales qui existent aujourd'hui et qui permettent de la protection des travailleurs et des travailleuses, notamment dans les métiers les plus pénibles, et particulièrement des jeunes qui sont aujourd'hui très majoritaires dans les contrats précaires ou dans des processus de formation professionnelle qui les confrontent à des expériences de travail alors qu'ils n'y sont pas préparés. Mais Maintenant, sur la question de la justice et de la responsabilité des magistrats, c'est là où je voulais en venir. Et de la responsabilité des magistrats. Je pense qu'effectivement, quand il y a des responsabilités individuelles, il faut pouvoir les traiter. Je sais qu'il y a tout un tas d'instances qui existent aujourd'hui. Peut-être qu'elles doivent être renforcées. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas simplement penser le problème de la justice en partant de ces erreurs qui peuvent être des erreurs individuelles. En tout cas, ce serait une erreur, je pense. Et ça ne permettrait pas aujourd'hui de répondre à un impératif qui est quand même un impératif national. On le sait, il y a eu une multiplication des affaires qui sont de plus en plus médiatiques et de plus en plus difficiles. Et je crois qu'on est confronté à un moment politique dans lequel la société dans son entier s'inquiète de la manière avec laquelle aujourd'hui la justice peut fonctionner. Donc effectivement, je pense qu'il faut qu'on entende la colère des magistrats et qu'on puisse mettre de l'argent dans ce service public. Et voilà, et régler le fait que la France ne soit plus le parent pauvre de l'Europe sur cette question. Bastien Bonargent, secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France et l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Il est 14h16, excellent après-midi. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1. Avant de parler du congrès du Parti communiste qui aura lieu ce week-end à Lille, la situation internationale, puisque les États-Unis et l'Iran vont suspendre, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas pour l'instant, parce que ça change à peu près toutes les heures, leurs attaques mutuelles. C'était une reprise des hostilités après la signature du protocole d'accord. Et avant, ils ont accepté de se rencontrer demain au Qatar. Je voulais avoir votre regard, vous, sur ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis et savoir, est-ce que vous pensez que la France, les Européens, j'allais dire, ont encore une voix qu'ils pouvaient porter? Déjà, je pense que c'est toujours mieux quand deux pays privilégient la discussion et les négociations plutôt que les bombardements qui pèsent sur les peuples. Maintenant, moi, j'aimerais dire quand même une chose que je trouve on ne dit pas assez, ou en tout cas le gouvernement ne dit pas assez. C'est que la première des responsabilités aujourd'hui de cette guerre qui touche
les peuples entiers un peu partout dans le monde, et particulièrement en France. On le voit avec l'augmentation du coût de l'énergie notamment. C'est celle des États-Unis qui ont provoqué une guerre aujourd'hui au Moyen-Orient, dont ils perdent le contrôle d'ailleurs, parce qu'en perte d'hégémonie, en perte d'hégémonie sur la scène internationale, et avec une volonté de refaire main basse sur des ressources un peu partout dans le monde. Et donc c'est dans cet état d'esprit qu'ils ont provoqué la guerre en Iran. Et je pense que c'est pas un acte isolé, il faut le voir. Depuis janvier, on assiste quand même à une crise, à une multiplication des crises sur la scène internationale qui est assez terrible, avec une administration qui se permet de kidnapper un président au plein cœur du Venezuela, d'imposer des sanctions économiques terribles contre Cuba, qui aujourd'hui les prive de leur droit au développement, qui menace le Groenland, qui menace et qui bombarde le peuple iranien et le peuple libanais, et qui soutient le génocide en Palestine qui est perpétré par l'extrême droite israélienne. Donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on prenne aussi en compte ce fait majeur-là. Attention, mais j'allais vous dire, le Bastien Bonargent, là, vous renouez finalement avec une position qui a été celle des communistes pendant assez longtemps, anti-atlantiste. Donc ça veut dire quoi? Que les États-Unis ne sont plus ni un partenaire ni un allié? Ah, effectivement, je dis et je revendique une position anti-atlantiste. Je pense qu'il faut qu'on sorte de l'OTAN, et anti-impérialiste très forte. Nous, on a une forte action politique sur la question de l'anti-impérialisme depuis des semaines, avec le mouvement des jeunes communistes de France. Et donc je ne dis pas qu'il faut qu'on coupe les discussions avec les États-Unis. Au contraire, je pense qu'il faut qu'on puisse entretenir le rapport de force et discuter avec Donald Trump, et le contraindre à se mettre autour de la table avec les pays aujourd'hui dans lesquels il entraîne ces guerres et l'ensemble de ces sanctions, pour qu'on puisse aujourd'hui faire respecter le droit international. Mais on en a les moyens, on nous écoute encore. Vous dites on va sortir de l'OTAN, mais militairement, ce sont les États-Unis qui sont les plus puissants. Je pense qu'on en a les moyens, et j'en appelle aujourd'hui au président de la République. Je pense que nous ne sommes pas le 51e État des États-Unis, et je pense que beaucoup de Français, particulièrement les plus jeunes, ressentent beaucoup de honte quand ils voient le communiqué très sobre de Jean-Noël Barrot au lendemain du kidnapping de Nicolás Maduro en plein cœur de Caracas, quand ils voient que la France est incapable aujourd'hui de condamner l'agression qui a eu lieu contre l'Iran, contre le Liban, quand elle voit que la France ne fait rien aujourd'hui pour soutenir le peuple cubain, qui quand même subit un blocus assez terrible. Pour rappel, le peuple cubain et les médecins cubains ont soutenu la France en pleine période de Covid, en envoyant des médecins notamment en Martinique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait un message fort aujourd'hui d'avoir un soutien et un message de responsabilité du gouvernement français à l'égard du peuple cubain qui subit aujourd'hui l'impérialisme américain. Je pense qu'il faut qu'on sorte aujourd'hui de cette position terrible de vassalité à l'égard des États-Unis, et qu'on fasse de la France un pays qui puisse retrouver toute sa place sur la scène internationale, qui puisse porter la diplomatie, qui puisse retrouver et porter à cœur le multilatéralisme, c'est-à-dire la discussion avec tous les pays du monde. Est-ce que ça ne passe pas par plus d'Union européenne aussi? Je ne pense pas. Aujourd'hui, il faut regarder où est-ce que nous emmène l'Union européenne. Je pense que c'est même l'inverse. Aujourd'hui, l'Union européenne soutient un plan très large de remilitarisation de l'Europe, soi-disant pour faire face au conflit qui engage la Russie contre l'Ukraine. L'Union européenne impose l'austérité au peuple et contraint l'État français notamment d'investir très largement dans la remilitarisation du pays. On parlait tout à l'heure du sous-financement de la justice, je pense que c'est pas sans lien. Et donc non, au contraire, je pense que c'est moins d'Europe, moins d'OTAN, beaucoup plus de coopération aussi multilatérale et des discussions avec les peuples du monde. Bastien Bonargent, écoutez à présent Léon Desfontaines, eurodéputé, porte-parole du Parti communiste français, qui a appelé un rassemblement à gauche autour d'un seul candidat. Il était mon invité il y a quelques jours. Aujourd'hui, moi, je déplore le fait que la gauche est enfermée dans ce que j'appelle un congrès du Parti socialiste entre deux tendances. Il y a celle de Jean-Luc Mélenchon que je viens de citer, et l'autre, celle de Raphaël Glucksmann, ultralibéral, européiste, qui est aussi responsable finalement de l'échec de la gauche dans ces territoires. Donc on a besoin de réinventer quelque chose, et c'est moi pour cela que je plaide non pas pour une primaire, mais bien pour une candidature d'une gauche populaire, en l'occurrence, et on verra si c'est ce que décident les communistes, mais moi je crois en la candidature de Fabien Roussel. Bastien Bonargent, il y a le congrès du Parti communiste français qui se tient donc du 3 au 5 juillet, qui devrait, alors sauf surprise, sauf revirement, mais qui devrait entériner une candidature, on va dire, de Fabien Roussel. C'est bien cela? Je parle sous vos contrôles. Vous savez, je ne vais pas couper l'herbe sous le pied aux militants communistes qui seront réunis ce week-end pour conclure des mois et des mois de débat sur la question de la présidentielle, mais pas que, c'est aussi sur la question de la manière avec laquelle on appréhende les prochaines années.
Simplement pour vous donner mon état d'esprit, en tout cas en tant que secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France, j'ai l'impression qu'on est dans un moment politique dans le pays dans lequel la conscience de classe a jamais été aussi basse. Nous, on le voit au quotidien quand on milite auprès des apprentis, auprès des jeunes travailleurs, auprès des lycéens, notamment en formation professionnelle. Et donc, dans un moment de crise telle quelle où les violences des classes, de classe se perpétuent, je pense qu'il faut que les communistes soient offensifs et soient en capacité de poser dans le débat public les solutions qu'ils apportent pour faire face aux différentes Mais crises. ça fait un candidat de plus à gauche. Vous savez, je pense pas qu'il faille réfléchir en termes de candidat de plus ou pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Oh, mais priorité... ça peut jouer au final pour le ticket pour le second tour. Je sais pas s'il faut réfléchir de cette manière-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est d'imposer partout, en allant discuter avec les Françaises et les Français, nos revendications politiques, notre état d'esprit, les solutions pour faire face aux différentes crises, et de dire aujourd'hui que oui, voilà, aujourd'hui, on fait face à une société en France qui est divisée en matière de classe sociale, et que donc, il faut qu'on puisse se rassembler sur cette question-là. Et donc, pour ça, je pense qu'il faut pas qu'on ait peur de nous-mêmes, qu'il faut qu'on soit très offensif et qu'on soit en capacité d'assumer aujourd'hui les revendications politiques qui sont celles du Parti communiste pour la paix, pour la réindustrialisation, voilà, pour faire de la France une France des bâtisseurs et voilà.